Paf. My friends, bienvenue sur Intensément Podcast. Intensément Podcast, le média qui explore l'univers des HPI au potentiel intellectuel, surdoués, ES et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible avec une ouverture d'esprit critique cependant. L'épisode d'aujourd'hui, en relation avec notre série sur l'autisme et le haut potentiel intellectuel, est révélateur de ce que ce média a compris depuis près de 3 ans, et de l'impact des discours flous et pathologisants sur les surdoués. Chloé est une jeune femme qui, comme toutes les personnes de son époque, s'est engouffrée dans le concept de zèbre et d'hypersensibilité en pensant qu'il pouvait expliquer tous ses problèmes, ses symptômes et ses troubles dont elle souffrait depuis l'enfance. À travers les ouvrages comme Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Siofachin, Tu penses trop de Christelle Petit-Colin ou les livres de Hélène Aron, La papesse de l'hypersensibilité, et bien sûr toutes les publications et groupes zèbres qui portent la bonne parole. Elle y a fortement cru, Chloé. Elle y a tellement cru qu'elle a créé une page Facebook en 2017 pour communiquer sur ces thèmes. Jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle avait en fait un trouble du spectre autistique. Et que bien entendu, ce trouble explique bien mieux et véritablement sa condition et son parcours de vie. Et avec un courage et une intégrité plutôt rares, il faut le souligner, elle décide alors d'expliquer son erreur à sa communauté, en quoi ce fabuleux concept de zèbre serait trompeur, de changer de nom et de communiquer sur les neuroatypismes en s'aidant de son art, l'illustration. Voici l'histoire inspirante d'Atypicat. Je tiens à m'excuser au préalable pour la qualité sonore de mon micro qui n'a pas fonctionné comme prévu, mais rassurez-vous, je n'interviens que très rarement dans cet entretien qui est avant tout celui de Chloé. Bonne écoute et bonne visionnade. Alors, on va commencer. J'étais en train de dire... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc je ne comprends... J'essaye de m'intéresser à l'autisme. J'essaye parce que c'est un... On va commencer par le début. Alors, Chloé, bienvenue sur Intensément. Mais merci beaucoup à toi, c'est un grand plaisir. Alors, est-ce que tu préfères que je t'appelle Chloé Atypicat ou Chloé toute seule ou Chloé, il faut dire Singer comme Asperger ou Singer comme Asperger? J'ai mis Singer en fait par rapport au chant en fait, c'est un pseudo artistique. Ok, right, tu fais du chant aussi. Oui. Non, en fait, c'est que mon nom de famille, que je ne citerai pas, a un lien avec le chant. Okay. Du coup, je trouvais ça drôle et ça fait référence à une série que j'aime beaucoup, Supernatural. Donc, voilà. D'accord, que je connais, mais que je n'ai jamais regardé. Ça fait Faut regarder après la saison 1, ça devient bien. Saison 1, c'est un peu ado. Donc maintenant, on sait comment tu t'appelles, enfin à peu près. Voilà. Et donc, qui es-tu? Peux-tu te présenter? Alors, moi, je viens de Suisse, j'ai 35 ans. Je suis diplômée en fait en illustration, en BD et en graphisme. Je travaille pas actuellement à cause de mes difficultés, justement, que je sais enfin pourquoi, parce que j'ai été diagnostiquée cette année TSA, donc autiste. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, puis j'ai créé aussi ma page Atypicat. J'allais te dire, mais pourquoi je l'ai invité déjà? Ouais, pour moi c'est difficile parce que j'ai en fait une note, parce que j'essaye de pas me perdre et de pas oublier ce que je dis. Il faut savoir que c'est assez intimidant en fait pour moi d'être filmée, mais je trouvais ça bien aussi de montrer une autre, parce que moi je me reconnaissais pas dans les stéréotypes qu'on voit à la télé, donc je me suis dit c'est pas mal aussi qu'on voie peut-être d'autres visages en fait de personnes autistes. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant d'avoir quelqu'un qui n'est pas anonyme, d'autant que tu fais une page Facebook. C'est intéressant d'avoir un visage sur une page. Merci à toi pour cette occasion, parce que c'est vrai que quand j'ai découvert mon TSA, je me suis dit, je cherchais pendant tellement d'années ce que j'avais, et du coup ça fait plaisir de voir qu'il y a des possibilités en fait de parler de ça, quoi. Donc, tu fais cette page Facebook Atypicat qui avait un autre nom jusqu'à il n'y a pas si longtemps, si j'ai bien compris. Voilà. L'autre truc qui est intéressant dans l'entretien qu'on va avoir, c'est que tu fais partie de ces personnes, alors il n'y en a pas beaucoup, mais on les voit petit à petit, qui sont passés de cette notion de zèbre au potentiel et qui ont compris que cette notion-là n'était peut-être pas la meilleure pour parler au final de quelque chose qui n'avait rien à voir, et donc qui ont changé le nom de leur page. Alors on voit ça chez certains blogs, c'est très rare, parce que c'est difficile de dire « Ah ben tiens, je me suis trompé, ou je suis peut-être pas allé dans la bonne direction ». Et je trouve que tu as eu pas mal de courage à changer le nom de ta page et à aller expliquer pourquoi.
Donc, ta page s'appelait? De A à Zèbre, en fait, je l'avais appelé comme ça parce que du coup, à cette époque-là, je croyais aux croyances du HP. Je m'étais reconnue dedans. Et là, dernièrement, quand j'ai attendu de poser mon diagnostic TSA, par contre, pour faire tout ce changement-là sur ma page. Et d'ailleurs, j'ai corrigé aussi auprès des personnes dans mon cercle personnel ce que j'avais dit. Donc, c'était pour moi aussi important de remettre l'église au milieu du village, si ça se dit chez vous aussi, mais j'avais besoin de rectifier mes dires, quoi, parce que c'était important pour moi. Comment en es-tu arrivé à te penser au potentiel intellectuel, zèbre ou surdoué? C'est à toi de me dire comment s'est fait ton parcours et quels ont été les éléments déclencheurs de cette prise de conscience. Alors, ça va être un peu long, mais bon, moi, durant toute ma vie, je me suis sentie comme un extraterrestre, vraiment. Enfin, je me sentais pas fonctionner comme tout le monde et tout ça, et je sentais vraiment un gros décalage. Et comme j'étais suivie par pas mal de psys qui trouvaient pas ce que j'avais, tout ça, ça s'est fait aussi par un biais assez spécial parce que je suis tombée sur une vidéo sur les relations toxiques. Et en fait, là, j'ai réalisé que j'étais dans une relation toxique. Et en fait, j'ai vu une autre vidéo qui disait que les HP et zèbres, donc forcément avec les croyances, là, on est à fond dans les croyances du HP, étaient plus facilement victimes de personnes toxiques. Et moi, je me suis dit, c'est quoi HP et zèbre? Puis je regardais les vidéos, puis je me disais, mais tout le monde fonctionne comme ça, en fait. Je vois pas la différence. Puis j'ai fouillé. Là, je me dis, ça me parlait, c'est un autre fonctionnement. Et du coup, ça résonnait en moi. Et là, j'ai lu les livres Jeanne Fachin, Trop intelligent pour être heureux. Et là, j'ai pleuré. J'ai eu vraiment un chamboulement très intense. Aussi, j'ai cru comprendre qu'il y a une part de génétique là-dedans. Et moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui est testé, validé, en fait, depuis petit HP. On s'est toujours très bien entendu. Et je me suis dit, ce serait possible, effectivement. Parce qu'il y a des choses aussi que je comprenais qui avaient l'air complexes pour certaines personnes et des choses très simples que je comprenais pas, quoi. Et du coup, ça, j'arrivais pas à comprendre. J'étais là, mais je suis bête ou je suis trop intelligente pour comprendre? Et du coup, j'étais un peu perdue, ouais. Et j'avais aussi acheté le livre d'Hélène Aron, mais j'ai pas tout lu. Depuis toute petite, on me dit que je suis trop hypersensible, que je suis trop sensible, et c'était beaucoup de reproches là-dessus. Ouais. J'ai appris qu'en fait, dans le TSA, on peut avoir des hypos, donc des hyposensibilités et des hypersensibilités. Mais l'hypersensibilité, c'est aussi un terme utilisé maintenant où on met tout dedans, quoi, et c'est très compliqué. C'est vrai que moi, l'hypersensibilité, ça me parlait parce que vraiment, les sons, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Petite, je faisais des cauchemars avec des bruits suraigus, donc c'était vraiment, la lumière, elle est, bon, un peu tous pour le coup, là, on est un petit peu dans les critères, clairement, en fait, du TSA. Ça me créait des migraines, d'ailleurs, très vite. J'étais très vite fatiguée, tout ça. Et je sais que l'hypersensibilité, c'est vrai que c'est un terme qui faut faire un peu attention, mais c'est vrai que je l'ai revu quand même dans les explications sur le TSA. Donc, c'était à quelle époque? C'était en 2017, quelque chose comme ça, 2016, 2017. Et auparavant, tu avais vu des psychologues? Ils comprenaient pas vraiment. J'en avais vu plusieurs et j'étais suivie quand même depuis des années, je pense 4-5 ans comme ça. Ils trouvaient pas vraiment ce que j'avais, quoi. Et moi, je me suis retrouvée un peu seule avec tout ça. Enfin, je me sentais seule, disons, parce que l'autisme, c'est pas très connu, même auprès des certains professionnels, quoi. Et du coup, je cherchais toute seule des réponses, en fait, parce que je sentais bien qu'il y avait un problème, mais que c'était quand même culpabilisant aussi, parce qu'on trouvait pas, on n'arrivait pas à mettre un nom dessus. Et moi, je me disais, ouais, mais pourquoi je peux pas fonctionner comme tout le monde? Et c'est ça, je pense aussi, qui m'a beaucoup parlé dans les livres autour des croyances du HP, quoi. C'est super intéressant parce qu'en fait, 2017, c'est pas si éloigné et on se rend compte des difficultés quand les gens, pour avoir le bon diagnostic en troubles neurodéveloppementaux, ce que moi, je trouve vraiment hallucinant. Moi, j'ai vraiment l'impression, une fois que je m'y suis penché dessus, je me dis, mais attends, mais est-ce que tous les psychiatres, tous les psychologues, ils n'ont pas une formation comme ça ou... Enfin, c'est... Bon, bref, écoute. Ouais, je crois qu'il y a une méconnaissance autour du TSA. Il y a aussi, je pense que je me suis pas assez accordé le droit de changer de professionnel aussi, parce que j'avais peut-être trop confiance. Et je pense qu'aussi, si on voit que ça mène nulle part, faut pas hésiter à changer aussi. C'est assez démoralisant parce que on va vers des professionnels, on leur raconte quand même notre vécu dans l'intimité et tout ça, et en fait, on se dit, mais si eux ils trouvent pas, qui va trouver, quoi? Et ouais, c'est vrai que c'est problématique, quoi.
c'est bien d'avoir cet entretien-là parce que je sais que c'est un peu le sujet de ta page aussi, de parler de ce qu'on pourrait finalement appeler effectivement l'atypisme, le neuroatypisme. On peut pousser de côté toutes ces histoires de zèbres, de haut potentiel, de tout ça. Mais c'est vrai que plus je m'y intéresse, plus je me rends compte qu'au final, le haut potentiel intellectuel, ce sont juste des hautes capacités cognitives, que c'est un continuum et que si ça se trouve, l'autre personne, elle a 120, moi j'ai 130, l'autre, elle a 140, et ben, je veux dire, voilà. Et donc, on va revenir à ton parcours. Est-ce qu'au moment où tu t'es pensé zèbre, est-ce que ça avait un rapport pour toi, donc à cette époque, avec un quotient intellectuel? Oui, moi, c'est vrai que je l'ai lié à ça aussi. Comme j'ai une personne de ma famille qui est HPI et donc qui a fait le VAS et tout ça, il m'apprenait des choses des fois assez poussées que j'arrivais à comprendre, mais par contre, je me disais, mais à côté, il y a des trucs qui sont simples pour tout le monde que je comprends pas. Et du coup, je me disais, ah, puis c'était un peu expliqué dans les livres, comme quoi les choses toutes simples, on a de la peine. Et du coup, mon frère aussi a eu un test de QI petit. J'ai su ça de mon père il y a quelques années, à ce moment-là, en fait, qui était proche des 130. Donc, je me suis dit, bah, c'est bien possible aussi, quoi. Il y avait quand même cette notion de haut quotient intellectuel dans ta prise de conscience. Je suis zèbre à travers Jeanne Siofachin, Hélène Aron et Christelle Petit-Colin. Ces trois personnes qui finalement t'ont mené à te penser HP, zèbre ou surdoué, peu importe. Tu m'as dit dans ton témoignage que quand même tu avais certains doutes. Oui, alors dans certains livres, je voyais quand même des propos qui étaient un peu too much pour moi, quoi, un peu trop New Age. C'était dit dans les livres que les HP avaient des surcapacités d'empathie, qu'ils captaient tout dans une pièce d'un coup. Enfin, il y avait des trucs où j'étais là, ouais, mais c'est quand même assez puissant ce qu'ils disent. Est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que je trouvais que c'était, ouais, je sais plus encore, il y avait d'autres propos, mais vraiment, je me suis dit, ça part trop loin pour moi. Même si l'idée était chouette, hein, mais je me suis dit, bon, prendre avec des pincettes. Puis moi, j'avais quand même j'avais ce côté un peu, j'avais peur que ça paraisse prétentieux de me reconnaître chez les HP si je l'étais pas. Et du coup, j'essayais vraiment de chercher tout ce que je pouvais. Vraiment, je me suis testée moi-même. J'essayais de limite de relever les points qui faisaient que je le serais pas et tout ça. Et j'ai vraiment fait une recherche aussi sur moi. Ça vaut ce que ça vaut, hein, parce que c'est de moi-même. Mais du coup, j'essayais vraiment de mettre un nom sur mes problématiques, quoi. Et je voulais vraiment que ça soit ça, si c'était le cas, et si ça l'était pas, que ça le soit pas. C'est ce qui est intéressant avec toi, parce que j'ai pas l'occasion de parler longuement avec des gens qui acceptent de s'exprimer sur tout ça. Le principe de ce podcast, c'est aussi de s'intéresser à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux à ces sujets-là. Et donc, je vois bien cette démarche, je vois bien ce cheminement qui consiste à s'identifier quelque chose. Et il y a ce fameux passage du test, oui ou non, va-t-on passer le test? Et ce sont des discussions qui reviennent très souvent, où il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce que je devrais passer le test? Mais non, je ne vais pas le passer, non, j'ai peur de le passer. Et tu dis dans ton témoignage, celui que tu m'as écrit, que tu avais très peur de passer le test et de le rater. Et donc, je me demandais, qu'est-ce que ça impliquait pour toi? Qu'est-ce que ça impliquait de le rater, par exemple? Mais avant de passer à la suite de cet entretien super pertinent et propagateur de bonne humeur, je vous prends 15 secondes pour vous rappeler que ce média ne vit que par vos dons, que s'il vous apporte quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, vous pouvez vous aussi lui apporter en faisant une donation, qu'elle soit ponctuelle ou régulière. Rentrez vous aussi dans la communauté toujours grandissante d'Intensément Podcast. Et je remercie évidemment intensément toutes les contributrices et les contributeurs qui ont permis à cet épisode d'exister. Nous revenons donc toujours dans la joie, la bonne humeur, mais aussi évidemment la connaissance avec Chloé Atypicat. Oui, il y a plusieurs choses en fait là-dedans. Moi, comme j'ai vécu pas mal de harcèlement, on m'avait répété que j'étais bête et tout ça, ça me réparait un peu ces blessures que j'avais pendant le harcèlement, de me dire que potentiellement ça venait du fait que j'étais pas si bête, quoi. Ouais, c'était valorisant d'y croire. Et aussi le fait que j'avais passé des tests d'aptitude scolaire qui avaient eu des très bons résultats, et le test de Raven aussi, et où on m'a dit ce serait bien de passer un test de QI. Et là, j'avais quand même déjà des réponses que potentiellement j'étais effectivement HP, mais effectivement, le fait de passer le test de QI, j'y mettais tellement d'importance que c'était très angoissant pour moi, parce que tout ce qui est test, ça m'angoisse énormément. Effectivement, il y a ce côté réussir ou rater, alors qu'il n'y a pas de réussite ni de ratage. C'est pas un diplôme.
Oui, c'est marrant parce qu'effectivement, bien qu'on me dise, mais c'est pas une question de rater ou pas, et j'en suis consciente d'une part, mais ça me fait quand même très peur. C'est moins une crainte actuellement aussi, parce que j'ai mis le nom sur mes problématiques du coup, et comme j'ai passé d'autres tests qui s'avèrent que bon, je suis quand même, j'ai quand même une bonne intelligence. Je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de pousser dans le test de QI? Peut-être qu'un jour je le ferai. Mais cette année, il y a eu beaucoup, donc Une phrase que je dis souvent, c'est je dis il faudrait faire passer le test de QI par surprise. ouais, Sans le dire et par ouais. surprise. Je pense que ce serait Et mieux, tu ouais. penses que dans ce cas-là, toi, ça te... Pour moi, ouais. Voilà. Le regard qu'on a de l'intelligence, parce qu'on est tellement mis en compétition dans le monde actuel qu'en fait, tout est un peu ramené sur l'importance de l'intelligence, alors qu'il y a plein de capacités humaines qui sont autant importantes. Et je pense que c'est ça aussi qui met la pression aux gens. Tu as J'ai entièrement l'impression. raison. Tu as entièrement raison. J'ai dit un truc similaire dans une vidéo que j'ai préparée hier qui va sortir bientôt. C'est-à-dire qu'en fait, moi, pour moi, j'aimerais bien qu'on s'en... Enfin, j'aimerais bien. C'est pas moi qui décide, donc j'aimerais bien qu'on s'en tienne à ces histoires de performance dans des capacités cognitives sur un test, en fait, Mm. et qu'on parle pas d'intelligence. Ce qui s'est passé, c'est que historiquement, bah, ça fait partie des études sur l'intelligence qui ont mené ce test de QI. Mais c'est que moi j'avais aussi une autre idée aussi, ce qui me parlait dans les livres aussi, c'est qu'effectivement, ben, la créativité ou plein d'autres choses, enfin moi je suis subjuguée quand je vois des artisans, ce qu'ils savent faire de leurs mains et tout. Enfin, Pour ouais. moi, je vois pas pourquoi il faudrait le séparer, en fait. C'est Mhm. de la même manière que on parlerait de capacité émotionnelle. On voit bien qu'il y a des liens avec les capacités cognitives. Alors, c'est pas tous les liens, mais donc pour moi, je vois pas pourquoi on le séparait non plus. Je veux dire, ça serait séparer le corps et le cerveau, alors que C'est vrai que je me suis rendu compte justement que maintenant que je suis autiste, en fait, il y a plein de choses que je croyais faire que je n'arrive pas en fait réellement à faire. d'accord. Typiquement, je pensais qu'en parlant d'intelligence émotionnelle, je pensais avoir une assez bonne intelligence émotionnelle, de comprendre très bien l'autre et tout, mais en fait, je pense que ça m'a demandé du travail depuis petite et que c'est pas instinctif comme la plupart des gens. Je me suis rendu compte que j'analysais énormément. Et du coup, ça passe par un autre chemin chez moi. J'ai besoin d'intellectualiser pour comprendre les autres et de me dire, OK, là, il faut que je souris. OK, là, c'est une blague. Des fois, je rate les blagues. Des fois, je comprends pas ce qui est attendu de moi. Et voilà, je me rends compte que mon intelligence émotionnelle, je suis pas enfin, spécialiste, hein, mais je vois qu'effectivement, je sais pas ce que je pensais faire, qui était un peu rattaché à l'intelligence émotionnelle. Au final, je ne sais pas si bien le faire que ça. Dans ton parcours, donc tu te penses HPI, tu te penses zèbre, et puis petit à petit, selon ton témoignage, tu te rends compte que ça serait peut-être pas ça. Et qu'est-ce qui t'amène à te tourner vers le TSA ou avoir un diagnostic Ouais. TSA? Alors, ça a été assez progressif parce que quand même, j'avais eu un peu des brèches qui s'étaient ouvertes gentiment en me disant le HP, c'est peut-être pas vraiment ce que je crois parce que j'avais vu, c'était en 2017, une conférence de Nicolas Gauvry. C'était la seule personne en fait que j'avais vue qui contredisait tout ce que j'avais vu sur le net. Et moi, mon problème, c'est que j'avais diversifié énormément mes sources mais qui partaient du même point de départ. Maintenant, je m'en rends compte, quoi. Et du coup, ça me confortait dans le fait, oui, mais il y a toutes ces personnes, même des psychologues qui disent ces propos-là, qui tiennent ces propos-là, et je vois Nicolas Gauvry qui dit l'inverse. Et là, j'étais perdue. Et ça, chose, j'étais pas encore prête à me remettre en question. Et après, j'ai eu Méta de choc, une émission de Méta de choc d'Elisabeth Fetty Ah ben oui, avec justement Stéphanie Fanny Aubertin. Aubertin. Et là, pareil, j'étais en pleurs, je comprenais plus rien. J'étais là, mais alors d'où viennent les problématiques si c'est pas ça? Et en fait, j'ai rencontré une psychologue qui m'a dit ah ouais, vous me faites penser à mon fils qui est Asperger, on vous a déjà parlé de ça. Puis moi, je me suis dit, bah, j'avais des stéréotypes comme pas mal de personnes en tête. Et je me suis dit, ah, bah peut-être que l'autisme, c'est pas ce que je crois, quoi. Et j'ai acheté un livre, en fait, la BD qui est assez connue de Julie Dachet, La différence invisible. On me l'a Et passé, ouais. là, ouais. Et là, bah, étrangement, bah, à nouveau, j'avais un peu l'impression que bah, tout le monde, plus ou moins, pouvait fonctionner comme ça. Enfin, j'ai vraiment de la peine à me voir de l'extérieur en me disant c'est ça. Et j'ai un ami qui, lui, s'est totalement reconnu là-dedans. Et il m'a dit, ouais, je vois quand même des traits chez toi. Et du coup, bah,
ça a été assez obsessionnel, hein, parce que ça fait un peu partie aussi. Enfin, moi, j'ai ce trait-là qui peut faire partie de l'autisme, c'est que quand j'ai un nouveau centre d'intérêt qui m'intéresse, je le dévore, quoi. Quitte à oublier de boire, manger, enfin. Et du coup, je regardais plein de vidéos, j'ai lu des livres aussi, et là, je me suis dit, ouais, quand même. Là, je commençais à percevoir les subtilités que j'avais, les différences entre les gens qui n'étaient pas autistes et les personnes autistes. Et là, j'ai voulu absolument me faire diagnostiquer, ouais. Tu parles donc de Nicolas Gauvry et de Méthode Choc. Pour écouter Méthode Choc, il faut quand même être plus ou moins penché vers l'esprit critique ou vers la métacognition, justement. Bah, j'ai eu de la chance aussi parce que c'est vrai que bah, j'avais cet attrait pour le New Age, mais j'avais aussi des amis qui étaient plus esprit critique et plus dans une manière de penser scientifique. Donc en fait, j'avais toujours ces deux côtés en moi qui se battaient un peu. Et au final, ben, ça a pris le dessus. Effectivement, ils m'ont pas mal aidé à voir clair et à me proposer des chaînes comme La Tronche en biais, Méthode Choc et tout ça. Donc ça m'a pas mal aidé aussi à me méfier des croyances et à travailler mon esprit critique. J'avais un truc assez intéressant et assez cocasse à raconter, c'est que j'ai un ami chez qui ça me parlait beaucoup, ces difficultés. Je lui ai dit, ah, mais tu serais peut-être HP. Et en fait, il a passé le test Vice 4. Donc, il est confirmé HP, du coup, par le test. Puis il disait, ouais, mais moi, je sens que mes difficultés viennent pas du fait d'être HP. Et en fait, il a été diagnostiqué autiste. Donc, en fait, ce que je trouve très drôle là-dedans, c'est que ce que je projetais en mettant un nom HP sur ces difficultés, en fait, c'est ce que je reconnaissais en moi qui étaient des difficultés dues au TSA. Et je trouve ça intéressant de le noter aussi parce que lui, effectivement, il était justement plus critique que moi. Et il m'a aidé aussi en partageant des vidéos. Et bien sûr, aussi ta chaîne m'a énormément aidé à comprendre ce qu'était véritablement être HP, quoi. Et je te remercie. Je voulais te glisser ça aussi. Merci. Alors, c'est intéressant parce que c'est effectivement ce que je reproche aux désinformateurs. Hein. Dernièrement, je me suis attaqué à Fabrice Michaud. Je pense que, exactement comme toi, tout ce qu'il reconnaît chez les gens qui disent les surdoués, ce sont les TSA, parce qu'il est TSA, quoi, en fait. Et ce que je trouve vraiment incroyable, j'ai du mal à l'exprimer sans émotion, en fait, que ces gens-là ne puissent pas comprendre un truc aussi simple. C'est-à-dire que toi, tu l'as compris, ça t'a fait un déclic, même si ça a été douloureux pour toi d'avoir à te détacher de cette histoire, ben tu t'es dit, c'est ça la vérité, et c'est tout bête, c'est ça la vérité, et puis voilà. Alors que c'est si simple, enfin, je veux dire, je comprends pas pourquoi. Toi, tu peux le réaliser, moi, je peux le réaliser, ton pote peut le réaliser, mais eux, ils n'y arrivent pas, ils continuent à se balader dans les plateaux télé, sur les réseaux sociaux, et à raconter n'importe quoi. Je comprends pas, en fait. Mon avis, c'est que je pense que déjà, toutes ces croyances, ça c'est vraiment... ça s'est émancipé comme une traînée de poudre. Enfin, je sais pas si c'est une bonne formulation, mais effectivement, ça s'est immiscé partout au final. Et quand on voit de l'extérieur, on se dit, mais tout le monde un peu, enfin, beaucoup de personnes ont ce discours auprès des croyances HP. Et moi, je le vois un peu aussi, enfin, moi, ça a été aussi personnellement très douloureux, hein, quand même, parce que heureusement que j'ai eu mon diagnostic TSA qui est venu en même temps. Parce que j'ai pu me rattraper à quelque chose. Parce que sinon, je risquais de m'effondrer. C'est comme certaines personnes qui grandissent dans une croyance spirituelle, religieuse et tout ça. Si on leur enlève, c'est un pilier sur lequel ils sont un peu construits. Moi, c'est mon image, en tout cas personnelle, de la chose. Et je pense qu'il y a des personnes, si on leur enlève ça, ça leur fait plus de mal qu'autre chose. Et moi, je peux comprendre effectivement que le côté mental me fait dire effectivement, c'est pas la vérité, pourquoi on n'arrive pas à faire ce travail-là. Et puis mon vécu et le côté émotionnel, je me dis, ah ouais, c'est quand même très compliqué. Hein. Merci beaucoup, tu as bien résumé le... Je t'en prie, j'essaye. Et dans ton parcours, tu es allé dans une école Steiner. École Steiner, ouais. Donc ça veut dire que tes parents étaient dans le New Age ou quelque chose comme ça ou... Mes parents, c'est assez spécial parce qu'en fait, ma mère était prof, mon père était physiothérapeute et après il a fait de l'hypnothérapie. Donc mes parents aussi croyaient à l'homéopathie. Donc j'ai eu le droit à de l'homéopathie. Petite déjà, je me disais ça soigne pas mes problématiques. Donc j'avais un peu de l'espoir. Je me suis dit ça ne change rien. Et je vois que mes parents sont quand même assez dans certaines croyances et tout.
Et en fait, dû au harcèlement scolaire, ils se sont dit, il faut me changer d'école, quoi. Ça a été très violent, en fait. Donc, du coup, j'ai dû vraiment, j'avais de la phobie scolaire, d'où mes stress post-traumatiques aussi en partie. Donc, j'ai aussi pas mal de choses qui se retrouvent dans les livres des croyances HP, pourquoi je me reconnaissais autant. Et là, effectivement, à cette époque, après le harcèlement scolaire, je me sentais tellement pas bien que j'ai retrouvé une sorte de réconfort dans le New Age. Et ça coïncide effectivement avec mon changement d'école, donc sans que je pense pas que ça a vraiment un lien, hein, mais parce que pour moi il y avait l'école et il y avait mes croyances du New Age. Et mes parents m'ont mis dans cette école parce que justement l'école Steiner prône le fait d'accepter l'enfant dans sa différence et tout ça, que c'est plus créatif. Donc mes parents ils se sont dit bah c'est bien, elle a toujours aimé le dessin et tout ça, donc ils ont pensé bien faire. Mais effectivement cette école elle est décrite comme ayant des dérives sectaires par Grégoire Perra, donc c'est très intéressant, oui. Grégoire Perra, son travail. Oui, qui se retrouve aussi dans des épisodes de Méta de choc. Je veux dire, c'est vraiment quelqu'un que je remercie pour son travail parce que c'est pas facile aussi. Il a fait une réelle remise en question oui. Et là, il met à plat, il dit ce qu'il a vécu et tout ça. Et moi, ça m'a aidé aussi à comprendre des choses que je ne comprenais pas, que je voyais des incohérences dans cette école. Et voilà, je posais beaucoup de questions. Ils ont fini par me foutre dehors, hein, parce que pardon, je sais pas si, pardon comme je parle, mais ils ont fini par me renvoyer. Ben, je posais trop de questions, je voyais trop d'incohérences et je comprenais pas. Mais tu avais quel âge, excuse-moi? Ah, alors je suis allée à l'école Steiner de mes 13 ans et demi à mes 15 ans. C'est l'adolescence, d'accord, t'es l'adolescence, ok. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et autour de moi, je suis dans une région de croyants. Il y a beaucoup d'écoles Montessori, Steiner, machin chose, alternatives, tout ça. Effectivement, pour les petits, c'est assez simple de faire croire, entre guillemets, qu'il y a ce côté créatif, les enfants qui rentrent pas dans le moule, ils sont très bien, tout ça, tout ça, tout ça. Après, je vois pas du tout comment ça se passe au niveau ado. Moi, j'ai eu la chance, je pense vraiment, d'avoir vécu, même je dis pas que ça a été facile, mais le fait d'avoir été dans une école publique m'a permis de voir la différence avec l'école Steiner. Parce que ceux dans ma classe y étaient depuis tout petit. Et effectivement, j'ai eu des témoignages de quand même violence et tout ça. Effectivement, on pense, enfin les parents, moi, les gens que je vois autour de moi, qui mettent leurs enfants dans des écoles alternatives ou Steiner ou Montessori, tout ça, dans leur tête, c'est ah, mon fils ou ma fille, elle n'est pas comme les autres, on veut la faire rentrer dans le moule et au moins avec cette école-là, elle ne sera pas dans le moule. Et toi, tu dis qu'il y a un moule avec Steiner. Ah, tout à fait. Que dans ce moule-là, malgré tes capacités créatrices, qui sont le truc pour lequel les gens ils disent ouais, c'est bien ces écoles-là, et que dans ce moule-là, tu n'y rentrais pas. C'est ça qui est intéressant. Oui, parce qu'en fait, je pense que je déstabilisais trop l'ordre établi et que je voyais quand je posais des questions, tous les élèves me regardaient en mode et je comprenais pas et moi je mettais le pied dans le plat parce qu'à chaque fois je posais les questions, qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert et ouais, enfin du coup ils se sont dit elle faut vite l'enlever. On va reprendre avant que tu découvres que tu es TSA, tu te pensais HP, zèbre, machin, tu décides de faire une page. Alors déjà, pourquoi tu décides de faire une page? Ouais. Et donc, apparemment, ça a été super rapide puisque tu le fais la même année, non? Ça a été assez rapide parce que je me sentais pas légitime à me dire HP tant que j'avais pas passé le test de QI, donc j'osais pas en parler trop autour de moi et tout ça. Du coup, j'avais besoin un peu de me sentir moins seule. Et je me suis dit, pour moi, ça avait, à cette époque-là, comme je croyais aux croyances et je croyais que ça expliquait mes difficultés, je me suis dit, mais mon Dieu, il y a peut-être plein de gens qui sont dans la même situation que moi. Et je croyais bien faire, en fait, en partageant ça, en créant un peu un réseau, quoi. Donc, ça a été progressif, ensuite, ta déconversion. Comment ça s'est passé au niveau de ta page, de ta communication, au niveau de la page Facebook? Alors, là, j'avais un peu peur quand même, hein. Je dis pas le contraire parce que j'avais un peu peur qu'en refaisant ce travail de mea culpa, en expliquant et tout ça. Mais pour moi, c'était hors de question de continuer dans ce sens et puis que des personnes, parce que moi, j'en ai souffert aussi, hein, j'ai pas été diagnostiquée, voilà. Et je me suis dit non, mais c'est ma responsabilité en fait de mettre les choses en place. Donc, j'ai tout supprimé les vidéos. J'espère avoir tout supprimé qui ont des croyances HP parce que je pouvais pas tout regarder, mais j'ai regardé les titres, j'ai un peu
fait du ménage dans cette page. J'ai expliqué pourquoi mon revirement, parce que je me suis dit, il y a peut-être des personnes qui suivent ma page et qui sont dans le même cas de figure que moi ou qui ont d'autres troubles qui ne sont pas diagnostiqués. Et du coup, les réactions étaient très bonnes, vraiment. Ouais, on m'a même félicité pour mon courage, donc j'étais là, Oui, c'est oui, gentil. oui. On n'en voit pas tant que ça, hein. J'ai vu des groupes Facebook qui ont enlevé le mot zèbre. Alors, il y a 300 milliards de groupes Facebook zèbre. D'autres blogueuses ou qui ont une page qui ont quelquefois changé, enlevé le mot zèbre. Je ne veux pas dire que le mot zèbre, c'est le mot tabou. C'est pas ça que je veux dire. Ouais, Si on veut utiliser le terme zèbre pour se qualifier surdoué, si on l'est vraiment, enfin, moi, ça me pose aucun problème. Même éléphant ou girafe. Mais il y a tout ce côté, il y a tout ce truc qui va avec le terme de zèbre. Et je trouve qu'il faut du courage quand on a une communauté pour dire je me suis trompé et tout ça. Enfin, franchement, je te félicite. merci. Voilà, Ben, moi, je partais du principe que ça fait partie de mes valeurs personnelles aussi, hein. Je me suis dit, on peut tous se tromper, hein. L'erreur est humaine, mais c'est comment on répare notre faute et comment on fait les choses par la suite qui est importante aussi. Donc, je trouvais ça important. Ouais. Est-ce que tu as eu quand même des réactions dans ta communauté de gens qui t'ont dit mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais? J'ai eu une personne qui m'a demandé pourquoi Atipicat, pourquoi le chat? J'ai dit bah avant c'était le zèbre, pourquoi pas le chat? Et en fait comme j'adore les félins et que je voulais rendre honneur à mon chat, ben du coup voilà, je me suis dit bah pourquoi pas en fait. Je me suis dit c'est ludique, j'adore les animaux donc. Et c'était la seule remarque un peu d'incompréhension, mais sinon pas mal de gens ont bien aimé. J'ai plus de follow, j'en ai eu plus que perdu. C'est étonnant parce que bon, moi je vois, après moi je suis pas le même personnage que toi, donc je suis un peu rentre dedans dans mes vidéos, donc j'ai certains commentaires assez désobligeants, assez agressifs. J'aurais imaginé. C'est courageux aussi ce que tu fais. Oui, je sais pas, c'est peut-être bête, j'en sais rien. Mais c'est courageux, c'est mon opinion, mais c'est courageux, je trouve. Merci. Mais j'aurais imaginé que des gens t'aient dit ben, non, mais là, je pense que tu te trompes, tu réponds à une hype qui en fait est fausse. Pourquoi est-ce qu'on donnerait raison à la science et pas si? Enfin, tous les commentaires que j'ai, moi, en fait. Et non, t'as pas eu ça, en fait. Bah, j'en ai eu quelques mois avant, ben, c'était pas du tout par rapport à mon changement ou ma remise en question, c'était plus des gens effectivement que je voyais. J'avais fait un groupe en fait de discussion parce que je voulais faire un sondage et puis avec Facebook on était obligé de faire maintenant on est obligé de faire je crois un groupe de discussion quoi. Ouais. Et là j'ai vu des dérives, j'avais précisé si c'est des croyances ou pas, puis en fait les gens postaient, ça allait tellement loin que j'ai fini par le fermer. J'ai dit je suis désolée mais là je peux ça part, il y a plus de ça m'échappait totalement. J'ai dit, je préfère le fermer. Et là, j'ai eu plus effectivement des personnes qui avaient des croyances et j'ai dû faire plus le tri. Mais là, maintenant, ça se passe bien et tout. Les gens sont chouettes. Je n'ai pas trop de problèmes. C'est super. Alors, on va essayer de terminer ça, mais quand même, on va faire un bon truc sur le TSA parce qu'on n'a pas vraiment abordé et peut-être que c'est ma faute parce que j'ai tellement peur d'aborder le TSA que j'ai l'impression que je ne le comprends pas. Alors, je vais t'expliquer le blocage que j'ai avec le TSA. Et si j'ai bien compris, il y a toute cette question de perception et peut-être que j'intellectualise trop, moi, tout ce côté perceptif. Et c'est peut-être ça qui fait que j'ai un blocage avec le TSA, que je n'arrive pas à comprendre ce que c'est exactement parce que justement, je ne l'ai pas peut-être. Donc, comment définis-tu le TSA selon toi? Je parle donc de TSA, enfin, ce qu'on appelait avant Asperger, c'est-à-dire de TSA sans déficience intellectuelle. Exactement. Voilà, je dirais déjà que donc tout ce que je vais dire là, je précise, ça m'appartient parce qu'il y a énormément de personnes autistes qui ont des personnalités très différentes, qui ont de l'autisme quand même un peu différemment que moi ce que je le vis. Donc comme je suis pas professionnelle, je préfère prendre des pincettes avec ça. Alors moi, effectivement, ce serait plus l'autisme qu'on appelait anciennement Asperger, donc sans déficience mentale. Et les gens croient que c'est moins compliqué à vivre. Mais je pense aussi surtout qu'il y a une incompréhension, c'est qu'avec déficit mental, ça rajoute un handicap, mais qu'être autiste de base, pour moi, comme je le vis, c'est un handicap au quotidien. Oui. Après, c'est aussi, ce qui est compliqué avec l'autisme, c'est que c'est tellement vaste, ça entraîne tellement notre émotionnel, notre intellect. Ouais, ça touche tous les côtés de la personnalité et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est compliqué aussi à saisir. Moi, personnellement, ça me touche sur tout ce qui est sensoriel, mes sensibilités, enfin sur beaucoup en tout cas.
Genre, je sais pas si c'est en lien, mais j'ai le syndrome de Raynaud, donc je suis très sensible au froid. Donc, je peux pas rester dehors longtemps en hiver. Il y a plein de choses comme ça. J'ai tout ce qui est hyperacousie. J'ai vraiment les sons, j'ai de la peine. Si je suis dans un bar, en fait, je vais pas réussir à filtrer. En fait, mon cerveau, il n'arrive pas à cibler sur un son. Il va prendre tous les sons environnants sur la même hiérarchie. Et du coup, ça va m'épuiser parce que je vais vraiment devoir faire un effort conscient pour me concentrer sur ce que me dit la personne. Ça me fatigue énormément. Et aussi, ben, tout ce qui est... Donc ça, c'est de l'ordre plutôt sensitif, comment moi je l'expliquerais. Et il y a le côté, après, émotionnel, où des fois, sur le moment, il me faut que j'analyse mon corps pour comprendre, ah là, je suis stressée. Alors qu'à la plupart des gens, normalement, ils savent ils sont stressés, apparemment. Et mais moi, il faut que je me dise, ok, je commence à avoir chaud, à stresser, à m'agiter. Là, je me dis, ah, ok, il faut que j'analyse que je suis stressée. Ce qui fait que les limites sont des fois pas claires aussi pour que je me respecte. Là, je me dis, je me sens fatiguée. Il faut toujours que je passe par mon mental pour m'analyser. Les codes sociaux, alors ça, tout ce qui est aussi rapport avec les êtres humains, c'est très compliqué parce que moi, en plus, j'ai de la phobie sociale, troubles anxieux et tout ça. Et ce qui fait qu'à chaque fois, ben, genre, les implicites, je les comprends pas. Des fois, je comprends pas où on veut en venir la personne. Des fois, je comprends. Il y a aussi le fait que... Ah, il y a mon chat qui vient faire un coucou. Voilà. Il est énorme. En fait, elle est toute petite, mais je pense que c'est la vidéo qui... Ah, d'accord. C'est le chat d'Atypicat. Et du coup, ouais, j'avais noté un peu tout ce que je voulais dire. Voilà. Alors, tout ce qui est communication, effectivement, moi, je suis toujours obligée de tout intellectualiser. Et c'est très compliqué. Genre, regarder dans les yeux, je me dis, OK, là, il faut que je détourne. Là, il faut que je regarde. Parce que soit je vais regarder trop, soit je vais pas regarder la personne. Donc, à chaque fois, mes yeux, disons que tout ce qu'on sait normalement, intuitivement, moi, en tout cas, j'ai besoin de l'intellectualiser. Des fois, si les questions sont trop vagues, je sais pas ce qu'on attend de moi, donc je réponds à côté. Et c'est là aussi qu'on me disait, bah, t'es un peu bête, hein, quand même. tu sais pas. Et moi, j'étais là, mais c'est pas évident pour moi parce qu'en fait, je comprends pas. Si on m'explique clairement ce qu'on veut, oui. C'est pour ça aussi que j'ai de la peine à répondre des fois clairement, je pense, parce qu'effectivement, ça me demande tout ce qui va de soi, me demande de comprendre, d'analyser. Et je pense que, ouais, pour les personnes qui ont un déficit, à mon avis, là, ça doit être très compliqué d'essayer de s'adapter parce que le plus gros défi, moi, je trouve, c'est s'adapter dans un monde qui est pas ajusté à nos sensibilités et à notre fonctionnement. Donc, on doit tout le temps faire l'effort d'aller à contre-courant. C'est très épuisant. Et c'est aussi une incapacité parce que c'est là où on parle d'handicap. C'est que même, moi, j'ai essayé pendant des années. J'ai eu plusieurs burn-out. J'ai même failli, je pense, en mourir aussi. Et c'est pas possible, en fait. Malheureusement, voilà, je voulais trouver ce qui allait pas chez moi pour aussi réussir à rentrer dans le moule de la société. Mais en fait, voilà, effectivement, c'est quand même vraiment... Moi, je sais qu'il y a un peu un conflit d'idées entre est-ce que le TSA est un handicap et tout, mais moi, pour moi, c'est ma vérité, c'est vraiment un handicap et j'ai besoin d'aide, quoi. Au niveau perceptif, tu as dit, donc tu as parlé d'hyperacousie, tu as parlé par rapport au froid, tu as d'autres trucs? Il y a la lumière, je suis assez sensible aussi des fois. Alors, soit il faut beaucoup de lumière pour dessiner, vraiment beaucoup, soit je peux être éblouie avec un tout petit peu de lumière quand je sors dehors et mettre mes lunettes. J'ai la peau très sensible aussi. Je me coupe avec une étiquette, c'est assez, c'est assez hilarant. Et donc tu as ce qu'on appelle donc ces hypersensibilités sensorielles, enfin cette haute sensibilité sensorielle qu'on retrouve souvent chez les TSA. Puis il y a des fois cette hyposensibilité aussi, parce qu'il y a des personnes avec TSA qui se baladent en hiver avec des shorts et t-shirts. Donc il y a aussi l'autre versant, c'est marrant. Et tu as ça aussi? Non, alors moi, vraiment, le froid, c'est tout le temps, pour moi, quelque chose de sensible, en fait. Et je ne sais pas si ça peut évoluer avec le temps. Moi, en tout cas, tout ce qui est bruit, ça a même empiré, je pense. Parce qu'aussi, j'avais lu qu'en fait, en tant que personne TSA, au début, on essaye de s'adapter, se suradapter. Mais à un moment donné, plus on prend de l'âge, plus on est fatigué. Et puis, comme il y a beaucoup de choses, quand on prend de l'âge, c'est moins facile. Et plus on a essayé de se suradapter, plus moi, j'ai eu des craquages personnellement et je n'arrive plus maintenant. Mon cerveau a enregistré que c'était dangereux carrément de m'exposer à des inconnus ou des gens.
Donc, effectivement, c'est assez compliqué. D'accord. Ben, au final, ça rejoint pas mal de choses du TDAH. Hein. Il doit sans doute y avoir des points communs comme ça avec les troubles du neurodéveloppement. Tout ce côté avoir à s'adapter qui fatigue, en fait. Et donc, tout ce côté craquage, tout ce côté burn-out, tous ces trucs-là qu'on retrouve aussi dans le TDAH. Je ne sais pas ce qu'en disent les spécialistes, mais en tout cas, Ouais. ça ressemble pas mal à mon parcours. Je ne sais pas si c'est le parcours de tous les TDAH. Et on parle aussi, au niveau du TSA, il y a souvent cette histoire qui revient aussi dans le TDAH, qui est rigolo, et qui revient aussi dans le HPI. Ça serait que les femmes, les filles qui ont un TSA arrivent à plus facilement compenser, enfin, arrivent plus ou moins à masquer ça plus facilement. Ouais, je pense qu'il y a aussi, j'ai aussi lu ça et bon, moi je pensais le masquer, mais quand je suis tombée sur le bon professionnel vraiment réputé pour l'autisme, d'ailleurs je le remercie beaucoup, ben il a dit que ça se voyait vraiment chez moi. Mais il faut juste connaître en fait, parce que moi aussi j'avais des idées un peu de ce qu'était l'autisme, et en fait c'est bien plus enfin subtil, on le voit pas forcément. On peut croiser des personnes autistes sans se rendre compte. Il y en a d'autres qui masquent mieux que d'autres. Alors moi, je pensais bien le masquer. Apparemment, au vu de ce spécialiste, non, ça se voit vraiment très clairement. Mais effectivement, je pense aussi que les filles, on nous apprend plus à être sages. Parce que moi, j'ai peut-être un TDAH, ça, c'est pas encore aussi diagnostiqué. Hein. Donc peut-être aussi que je combine peut-être aussi ça, on ne sait pas. Mais effectivement, je pense que mon frère, d'ailleurs, était hyperactif petit. Alors je pense que à mon avis, ça part pas comme ça, hein, j'imagine. Et du coup, c'est possible que je l'aille aussi, mais de manière moins bruyante, quoi, parce que mon frère courait partout. Enfin, les garçons en général sont plus expressifs dans leurs troubles apparemment que les filles, je crois. Oui, au niveau TDAH, dans les études, il y a plus de TDAH garçons que de filles. Et après, par contre, au niveau adulte, c'est 50-50. Mais au niveau enfant, ça se voit parce que justement, on a des enfants qui cavalent de partout et qui crient, qui s'agitent. Ouais. Chez les filles, c'est plus facile à compenser. Enfin, c'est plus pour elles, je ne sais pas. Elles ont plus le côté inattentif, mais c'est la même chose en fait. Ça serait la même chose. Alors après, au niveau du TSA, vu que j'ai du mal à capter, je ne vois pas la différence entre un TSA homme, TSA femme. S'il y en a, hein, j'aurais de la peine à dire. Je pense qu'un spécialiste du TSA saura mieux le dire. Pour ma part, j'avais tendance à beaucoup sourire, à être sage, tranquille. Donc, je passais plus pour quelqu'un de timide et de sage. Et en fait, on voyait pas forcément effectivement que j'étais dans la lune ou que j'étais dans mon monde imaginaire et puis qu'en fait, je captais rien du cours, quoi. Effectivement, j'ai vu des témoignages de personnes TSA qui avaient un monde imaginaire, qui se réfugiaient dans leur monde aussi, parce qu'il y a ce côté aussi très bulle hein, dans l'autisme. Où en fait, je pense aussi, c'est mon point de vue sur les intérêts spécifiques, mais ce qui est aussi compliqué de travailler, c'est que pour moi, j'ai besoin d'énormément être dans mon monde créatif. Et si je fais quelque chose qui m'apporte pas du sens, qui n'est pas en lien avec mes passions, je me sens vraiment mourir de l'intérieur. Et ça, c'est très compliqué, quoi, parce que c'est très intense dans ce besoin d'être lié à ce centre d'intérêt spécifique. Et si, du coup, on a de l'imagination et que ça nous aide aussi à supporter le monde extérieur, il ne faut surtout pas priver un autiste de son centre d'intérêt spécifique. C'est comme ça, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu une défense au monde extérieur et qu'on en a besoin pour se construire. Et là où on pourrait aussi effectivement faire des liens entre quelqu'un qui est dans son imaginaire et parce qu'il était ça, et quelqu'un peut-être qui est TDAH seulement et qui part dans ses pensées, quoi. Au final, donc, tu t'es découverte TSA vers 30 ans, donc 35, ouais. 35, est-ce qu'on propose une thérapie? Qu'est-ce qu'on propose dans ce cas-là? Alors, moi, le spécialiste qui m'a diagnostiqué, je trouve ça bien, c'est qu'il fait un suivi après le diagnostic. Parce que du coup, il faut tout reprendre, entre guillemets, parce que moi, j'ai jamais su pourquoi je fonctionnais comme ça. Il y a des choses que j'identifie pas comme faisant partie de mon autisme, mais que je crois que tout le monde a. Et là, il m'aide à faire la part des choses, en fait, justement à comprendre qu'est-ce qui fait partie de l'autisme, parce que qu'est-ce qui fait partie peut-être de mes troubles anxieux. Et ouais, il m'aide à faire le tri. Et je pense que c'est bien d'être suivi effectivement par un spécialiste du TSA si on se découvre TSA. C'est que mon avis, mais je pense que c'est bien, ouais. Parce qu'il y a une prise en charge quand même. Il y a peut-être aussi des solutions. Moi, ça m'a permis aussi par exemple, avant d'avoir le diagnostic, je me suis munie d'un casque anti-bruit et ça m'a vraiment aidée. Et malgré mon casque anti-bruit qui est au max,
j'entends les bruits comme qui sont à 10 mètres, comme s'ils étaient à 5 mètres de moi. Des fois, ça m'arrive de sursauter alors que c'est un bruit qui est à 10 mètres, quoi. Avec le casque, donc... Eh ben, selon Fabrice Michaud, ça veut dire que tu es surdoué. Ah ben voilà. Alors, est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais rajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas dit? Il y avait effectivement le fait que là, sur ma page actuellement, je vais partager des témoignages un peu de mon vécu, donc ce sera pas forcément que sur TSA, mais en lien. Voilà, j'aimerais un peu expérimenter, partager des témoignages de ma vie, si ça peut servir, et sous forme d'illustration. Je fais aussi des illustrations pour un ami justement qui a été testé HPI et qui est autiste, et il a fait un témoignage d'ailleurs sur son site, c'est un renard sur lemonde.ch, un joli témoignage sur l'autisme qui donne aussi une idée, qui explique très bien aussi, je trouve. Après, chaque perception d'autiste est intéressante parce que je trouve que ça enrichit ce qu'on pourrait croire de l'autisme. Et ce qui est difficile avec l'autisme, c'est que souvent les personnes ont des préjugés. Moi, j'ai vu aussi des personnes, par exemple, dans le médical, croire que cette personne ne peut pas l'être parce qu'elle répond pas à certains critères qu'on a dans la tête, alors qu'en fait, non, c'est bien plus compliqué. Ce qui est compliqué aussi, c'est que les gens voient, comme tout handicap, j'imagine, peut-être plus mental, on imagine le dessus de l'iceberg. On voit la personne, moi, quand je sors, on me voit peut-être pleine d'énergie, je vais beaucoup sourire et tout, mais on voit pas après la fatigue, l'effort que je mets dans ma tête. Et ça, on voit jamais le dessous de l'iceberg. Et je pense que c'est quand même bien à dire, en fait, qu'on n'est pas à la place de la personne pour tout handicap et qu'il y a toujours un dessous de l'iceberg qu'on voit pas et qu'un handicap, c'est quand même souffrant, je pense. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et la plupart des spécialistes qui ont parlé dans ce podcast, ils pensent que ce soit TSA, TDAH ou quel que soit le trouble neurodéveloppemental, il faut le considérer pour ce que c'est, en fait. Voilà. C'est pas... Moi, au niveau du TDAH, je vois très bien en quoi c'était un handicap et je vois très bien au niveau du TSA comment c'était un handicap. Donc, et effectivement, parce que tu as tout... Qu'est-ce que tu penses, toi, de tous ces histoires de double exceptionnalité, de neurodiversité qui poussent peut-être des fois certaines personnes à penser positif au niveau de tous ces troubles? Mais je pense qu'en fait, on peut pas dire que... En fait, c'est comme toutes les choses, je pense qu'il faut garder certaines nuances parce qu'on a l'habitude des fois d'être trop dans le noir, dans le clivage noir et blanc. Et je pense que, en fait, un handicap n'est pas que du négatif toujours. Enfin, ça dépend selon les cas, hein, bien sûr, et comment les gens perçoivent. Bien sûr, encore une fois, c'est propre à chacun, mais je ne veux pas parler au nom de tout le monde. Mais je pense que dans l'autisme, moi, si on me proposait d'enlever mon autisme, je voudrais pas, quoi. D'accord. Et parce qu'en fait, c'est un handicap, j'en souffre d'une certaine manière, mais je me suis tellement construite avec ça, j'ai tellement développé un imaginaire, une créativité, un monde imaginaire à moi qui m'est propre et qui m'aide, que j'ai pas envie qu'on me retire ça. Et voilà, j'imagine qu'aussi dans le TDAH, il y a aussi de ce que j'avais cru comprendre, il y a aussi ce lien un peu créatif qui se fait, des idées qui peuvent arriver. Oui, tu as raison. Ouais. Et je pense que dans chaque faiblesse, il y a du positif aussi, si on arrive à le trouver. Et c'est comme les gens, des fois. On les aime pour leur qualité, mais leur qualité, des fois, elles ont aussi un côté négatif qu'il faut accepter. Voilà, et c'est sur ces paroles très sages et très nuancées que nous terminons cet entretien. Je remercie évidemment énormément, intensément Chloé d'Atypicat. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de faire les gestes qui aident pour ce podcast. Je vous en remercie au milluple. Je vous conseille évidemment d'aller voir la page Facebook d'Atypicat qui transmet beaucoup d'informations utiles pour les personnes qui auraient des troubles du spectre autistique, mais pas que. Puis il y a les illustrations de Chloé, ce qui est un plus. Je vous rappelle que cet entretien fait aussi partie d'une série sur l'autisme, et puis vous pouvez aller regarder ou écouter tous les autres épisodes de ce média, de ce podcast, si vous voulez vous renseigner ou obtenir un peu plus de connaissances fiables sur ces sujets. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à présent, et je vous dis intensément, c'est le podcast Divergent, intensément, c'est le show potentiel, show.